Vous aimez les personnalités atypiques. Le choix de celles et ceux qui entreprennent de vivre de leur passion vous inspire. Vous avez besoin d'entendre d'autres voix pour entrevoir d'autres voix. Vous êtes au bon endroit. Les femmes et les hommes que vous vous apprêtez à écouter vont vous donner envie de vous mettre en mouvement. Je suis Anne Josse, consultante en stratégie éditoriale, formatrice en communication, rédactrice. Ma mission, créer la relation. Bienvenue dans Synapse, le podcast qui nous relie. Bienvenue à Oliande, petite ville de pêcheurs située dans la région de l'Algarve au Portugal. Claudia Lichtenstein nous parle de Saudade, cabinet d'architecture et d'aménagement intérieur qu'elle a fondé en 2016. Un changement de métier, de pays, de vie, qu'elle nous raconte depuis sa maison baignée de soleil. Ouvrez grand vos oreilles, on parle entrepreneuriat, architecture, déco, économie du tourisme, culture et bien sûr communication avec quelques révélations précieuses sur l'usage des réseaux sociaux et notamment d'Instagram, dont Claudia est devenue une véritable experte. Ouverture du podcast en peinture. En effet, derrière Claudia, je découvre une magnifique toile représentant une scène de baignade. C'est une peintre dont les parents sont hollandais, mais elle a toujours vécu à Oliande. Et elle peint aussi pas mal de choses. Et ça, c'est une série qu'elle a faite l'année dernière qui s'appelait Harmona, qu'elle a peinte sur l'île qui est en face de notre ville. Il y avait 12 tableaux. Moi, j'ai acheté celui-ci qui est très grand. Et après, en fait, comme je l'ai posté, elle a vendu toute sa série à mes clients, ma sœur. Mais elle est hyper connue ici au Portugal. Enfin, Ça tombe bien, si tu veux, on parlera un peu de culture parce que je pense que c'est important aussi dans ta vie. Quand on aime la décoration, l'architecture, le lifestyle d'une manière générale, on s'intéresse aussi à la culture, à la peinture. En termes de culture, justement, il y a beaucoup de choses à dire quand tu t'expatries. Il faut se réadapter à tout. Tout ce qui est français, justement, que les films français, pour aller dans une salle d'arrêt d'essai. Alors déjà, quand on est parisien, quand on l'est pas, il y a une différence. Tu comprends pas, tu es à table à un dîner, tu comprends pas les références d'un humoriste portugais, tu n'en as jamais entendu parler. Tout est comme ça. Tu lis un article dans le journal, tu es intéressé, mais en fait, ça fait référence à des choses. Tu vas dans un musée, tu dois tout réapprendre en termes de culture. Et moi, c'est le seul truc qui a été très, très difficile pour moi. Et pourtant, tu as des origines portugaises. Tous les étés, en fait, on venait au Portugal. C'était nos vacances d'été. Toute la partie paternelle était au Portugal, toute la partie maternelle était en France. Et quand on est comme ça, totalement déraciné, immigré, on se retrouve avec deux pays. Et quand tu viens au Portugal, tu n'es qu'une moitié de française et tu es mal vue. Et quand tu es en France, tu es une immigrée et tu n'es pas française. Quand les gens disent que c'est enrichissant d'avoir une double culture, oui, ça l'est, parce que la langue, parce que plein de choses, les racines, mais c'est aussi, quand tu es enfant, c'est perturbant. Tu n'es ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, tu te sens encore française au Portugal ou tu te sens plus portugaise? Où est-ce que tu en es aujourd'hui de cette ambivalence? Quand je suis arrivée il y a 5 ans, j'étais totalement française. Et je suis, je crois, totalement française. Je pense en français, je rêve en français. Et par exemple, quand je compte des billets, je commence en portugais, j'y arrive absolument pas. Et ma mentalité, en fait, est française. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui changera pas, je pense. En revanche, j'ai essayé de m'adapter et j'y arrive de plus en plus. Par exemple, j'étais hyper speed ici. Je comprenais pas pourquoi les gens restaient pas au boulot après 6 heures. Ça me stressait. J'ai en bas du boulot, tu restes. Alors qu'en fait, en réalité, les gens, ils veulent pas gagner plus. Ils veulent juste pouvoir être à 17h30 face à la mer avec un verre. Et moi, au début, vraiment, en plus, c'était ma boîte, c'était mes salariés. Et j'ai vite appris que c'était le résultat qui comptait. Ils vivent comme ça. Donc, tu t'es bien fait à ce rythme-là. Ouais, ça va. Alors, il y a un poète portugais que je ne connaissais pas, honte à moi, Luís de Camões. Il décrit, alors on dit la saudade ou le saudade, je ne sais pas. La saudade. C'est un bonheur hors du monde. Fernando Pessoa, c'est la poésie du fado. Amélia Rodriguez, en tant que chanteuse, dit c'est une épine amère et douce. C'est quoi ta définition, celle qui te semble la plus juste et puis la tienne peut-être? Celle qui semble la plus juste, c'est celle d'Amalia Rodriguez, même si ça me fait du mal de dire ça parce que j'adore Fernando Pessoa. C'est doux amer.
Pourquoi tu as choisi ce nom qui est un peu compliqué, cet esprit-là, entre deux eaux, qui est à la fois dans la nostalgie, dans la rêverie, dans la poésie. C'est ça l'esprit et l'ADN de Sodade, de ton entreprise? C'est bizarre, c'est vraiment un mot qui est très utilisé au Portugal parce qu'il ne veut pas dire que nostalgie, il veut aussi dire le manque. Donc, si tu dis à quelqu'un qu'il te manque, forcément, tu utilises ce mot. Tu dis tenho saudades de ti. Donc, tu me manques. Donc, ce mot existe beaucoup. Il est vraiment dans le vocabulaire au quotidien. Et donc, les Portugais, eux, ressentent ça comme forcément quelque chose de triste. Moi, je suis plutôt comme Amalia. Je ressens ça comme quelque chose de triste, mais quelque chose qui me rappelle quelque chose de gai. Je suis allée vers ce mot-là dès le départ parce que quand je suis arrivée ici, j'avais pas l'intention forcément de rester. J'étais à une période de ma vie où il fallait que je change de vie. J'avais eu ma première partie en France avec une famille, etc. Là, la famille s'était un peu éclatée, divorce, etc., comme plein de gens. Et moi, j'avais pas envie de continuer ma vie au même endroit que là où j'avais en fait ressenti beaucoup de bonheur. Parce que je savais que j'allais pas le ressentir à nouveau à cet endroit-là. Donc je me suis dit, peut-être que c'est géographique mon histoire. Donc je suis venue ici, une semaine par mois. Je travaillais en freelance face à la mer. Évidemment, c'était idéal. Tu es à Paris et tu as tout ce que tu veux à Paris. Et puis pendant une semaine, tu bosses face à la mer. Et une fois que tu as compris ça et que tu te dis, bon, ben, je pourrais peut-être m'adapter, rester plus longtemps, tu décides, OK, de venir là. Et la première année, je m'étais dit, je vais juste louer un appartement. J'ai commencé à chercher. Je trouvais ça horrible. Toutes les portes étaient pareilles, les appartements pareils, tout était d'une tristesse à mourir. Et je me suis dit, bon, bah, tant pis, je vais revoir mon budget à la hausse. Et c'est là, en fait, que tout est arrivé parce que je suis tombée amoureuse d'une maison ancienne qui avait été construite, je sais pas, il y a 150 ans, un truc comme ça. Et là, j'ai compris ce que c'était ce date. Quand je suis rentrée dans la maison, il y avait l'odeur de la maison de ma grand-mère quand je venais ici l'été. Et on sait très bien, évidemment, que ce qui nous rappelle notre enfance, hein, ce sont forcément les goûts et les odeurs. J'ai pris cette maison, je l'ai transformée parce qu'elle avait été habitée par des Anglais pendant longtemps. Je lui ai à nouveau rendu son âme portugaise en essayant d'y apporter des matériaux qui étaient fabriqués ici déjà, et puis qui me rappelaient toute mon enfance et tout ce que j'avais vécu ici. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que je pouvais rester plus longtemps que prévu. Parce que j'étais dans un élément qui était mien, finalement. C'est la maison dans laquelle tu te trouves aujourd'hui? Non, non, parce que moi, j'ai la bougeotte. Donc, ça fait 17 fois que je déménage depuis que j'ai donc 11 mois. C'est-à-dire que tu testes toutes tes maisons, peut-être que tu fais. C'est le concept. Tiens, c'est habité pendant 2 mois, mais livré clé en main. T'es pas loin, mais c'est presque ça. Non, mais en fait, je suis restée quand même 4 ans dans l'autre. Pendant 1 an et demi, j'ai fait une maison, celle dans laquelle je me trouve là. Plus j'apportais d'éléments à moi que j'aimais dans cette maison, plus j'oubliais l'autre qui était en fait une espèce de transition. J'ai apporté tellement de moi ici que quand elle a été presque terminée, elle était prête à être vendue et je me suis dit, en fait, c'est moi qui vais l'acheter et j'ai vendu l'autre et j'ai acheté celle-ci. Alors, qui se trouve plus du tout dans le centre de la ville. Là, je vis avec des Portugais parce que bien évidemment, Olian ayant eu beaucoup de succès, le centre de la ville a été acheté et heureusement par beaucoup d'étrangers qui ont restauré des maisons et maintenant on entend moins parler le portugais dans le centre de la ville. Alors quand je dis éloignée, je suis à 8 minutes à pied, mais mes voisins sont tous portugais. C'est quelque chose que tu dis heureusement, mais c'est un regret quand même ou peut-être une crainte que tu peux avoir des conséquences de ce tourisme sur une région comme celle d'Algarve et plus précisément sur ce port de pêche d'Olhão? En fait, il faut avoir une vision positive des choses. Les Portugais n'avaient pas les moyens de restaurer. Alors, il y avait deux choses. Un, ils n'avaient pas les moyens de restaurer ces anciennes maisons qui sont délabrées. Soit elles sont délabrées parce qu'il y avait des gens qui y habitaient qui n'avaient pas les moyens de les entretenir, soit elles sont délabrées parce qu'elles ont été abandonnées, parce qu'il y a eu une forte immigration dans les années 60 et que les héritiers, en fait, certains d'entre eux ne savent même pas qu'ils ont des maisons ici, parce que ce sont les enfants des enfants d'immigrés. Donc pour plein de raisons, ces maisons étaient compliquées aujourd'hui à restaurer. Et puis il y a une deuxième chose, c'est que la nouvelle génération de Portugais n'a pas forcément envie d'habiter une maison ancienne avec deux terrasses où chaque fois que tu veux aller dormir, il faut monter un escalier. Ils n'ont pas envie d'être dans des choses qu'il faut entretenir tout le temps à la chaux, repeindre à la chaux tous les ans. Et ils ont envie de confort comme tout le monde. Donc, ils se font construire des maisons ou alors ils sont dans des appartements où
c'est chauffé parce que ces maisons-là, par exemple, ne sont pas chauffées. Donc, tout ça, c'est aussi une question de moyens. Les Portugais eux-mêmes savent très bien qu'ils n'auraient pas pu récupérer ces maisons. Et dans les conversations de bistrot, très souvent, on entend ça. On entend un Portugais qui va dire ouais, ben, maintenant il y a des étrangers partout, on n'est plus au Portugal, il n'y a que les Anglais, les Français qui ont tout acheté. Et très vite, le Portugais qui est en face lui dit bah oui, mais s'ils n'avaient pas été là, en fait, Olian n'existerait plus. Et c'est ce truc-là aussi qui existe ici que j'aime bien. C'est ce côté très. Alors, ok, ils ont un côté docile. Le peuple portugais a un côté docile, c'est vrai. Mais ce côté docile aussi fait que ils sont doux. Et il n'y a pas de haine envers les Français qui sont venus acheter les maisons au Portugal. Ils arrivent à retourner la situation positivement. Quand tu parles de rénovation des maisons, l'envie de plus de confort, de modernité, tout en gardant le côté traditionnel, c'est la raison d'être de ton entreprise. Réhabiliter aussi des lieux qui ont été oubliés, leur redonner vie, c'est comme une grande partie de ton activité, non? C'est essentiellement ça, oui. Essentiellement, quand je suis arrivée ici il y a 5 ans, tout était en ruine. Alors, c'est pas moi qui ai tout rénové, hein. Mais ça a donné, c'est vrai que ça a donné une dynamique, le fait de voir qu'il y avait 2, 3 maisons qui commençaient à se réveiller, à revivre. Et oui, c'est ce que nous faisons. Nous, ce qu'on fait, c'est en fait, je conjugue les deux. Je restaure les maisons anciennes qui sont des ruines, mais j'y apporte le confort du moderne. Depuis moins d'un an, j'ai enfin des clients portugais, ce que je n'avais pas. 80% de nos clients étaient français, le reste très souvent scandinaves. On a des clients d'Afrique du Sud, on a des clients du Canada, on a beaucoup de clients de partout. En septembre dernier, on a eu notre première cliente portugaise. Et là, j'étais vraiment, vraiment contente parce que je me suis dit que j'avais enfin atteint le vrai objectif. Moi, j'ai pas d'objectif en vrai, hein, d'accord. J'ai pas de plan, j'ai pas de business plan, tout marche à l'intuitif. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais je n'ai jamais créé une société avec un business plan, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Donc c'était pas l'objectif, disons sur le papier, mais maintenant que je l'ai atteint, j'ai 4 clients portugais, je suis hyper contente. Mais alors, ce sont des clients qui habitent le village ou bien c'est des personnes qui sont à Lisbonne, qui veulent une maison de campagne? En fait, au début, on a commencé à Orléans. Donc, forcément, il y a 40 000 habitants et le centre historique, à mon avis, il y en a 10 000. Là, c'est une niche, hein. Ça a été beaucoup, beaucoup de communication et beaucoup de communication auprès des Français au début, puisque moi, vraiment, j'étais française. Donc, sur les réseaux, je parlais en français. Les Français ont commencé à s'intéresser à Orléans. Et puis, on s'est dit avec mon associé, Orléans, c'est bien sympathique, mais nous, on a envie d'aller plus loin. Et c'est là, en effet, qu'on a commencé à accepter des projets en Algarve. Puis, l'Algarve est petit, mais quand tu fais des travaux, que tu fais du suivi de travaux, tu t'aperçois que c'est grand finalement. Parce que quand il faut aller voir un chantier à 200 km de chez toi, c'est pas comme de le suivre la rue d'à côté. Il a fallu s'organiser. Il a fallu recruter. La stratégie qu'on avait à la base, il a fallu évidemment la faire évoluer. Et la structure Sodade a dû évoluer pour qu'on puisse, nous, d'abord avoir des entrepreneurs de confiance. On savait à 100 km, mais on pouvait se dire qu'on allait sur le chantier qu'une fois par semaine. Et ça a commencé justement avec ces clientes portugaises qui habitent Lisbonne et qui ont hérité d'une maison à l'autre bout de l'Algarve. Elles adoraient ce qu'on faisait. Elles avaient une maison des années 70 sans aucun charme. Alors là, pour le coup, pas du tout une ruine. Et elles nous ont appelés en nous disant, un, est-ce que vous iriez si loin, c'est-à-dire à 90 km de Lyon? Et deux, est-ce que ça vous intéresse de restaurer une maison qui n'a aucun charme? Parce que nous, ce qu'on faisait jusque-là, c'était restaurer des maisons qui avaient une histoire. Et en fait, on a dit oui, parce qu'on dit oui à tout. C'est un problème, c'est un défaut, je sais. C'est un challenge. Tu as sans doute vu ce potentiel. C'était vraiment très 70s. Le carrelage orange, enfin, je te passe les détails, c'était vraiment atroce. Et il y avait encore les meubles de la guerre. Il a fallu respirer un grand coup et se dire, bah oui, je peux faire quelque chose. Et c'est là qu'on a commencé à faire des choses différentes. Ensuite, on a eu des demandes pour aller plus loin. Je suis même allée une fois à Minorque voir une maison parce que Minorque, en termes d'architecture, ressemble énormément à l'Algarve. Et maintenant, en fait, on a énormément de gens qui viennent nous voir alors qu'ils ont des maisons en Alentejo, dans le nord du Portugal. Hier, on a un devis qui a été accepté pour aller à Coimbra. Coimbra, c'est dans le centre du Portugal. Ça veut dire que chaque fois qu'on va sur le chantier, il faut qu'on prenne un avion pour aller jusqu'à Porto, ensuite louer une voiture, et c'est à 200 km de Porto. Donc, c'est vrai que c'est lourd. C'est lourd parce que c'est beaucoup plus facile quand le maçon m'appelle pour me dire Claudia, comment est-ce que je pose le carrelage là, j'y vais. Et si c'est à 600 km, c'est un peu plus compliqué. Mais
Nous, on a envie d'exporter en fait notre concept déjà, c'est un vrai concept, et on a envie d'exporter Soda. Tu parles de ce développement. Je sais que quand tu travailles à Olao, tu travailles avec des maçons, des menuisiers, des personnes qui ont un savoir-faire, tous les matériaux, la chaux, etc. Quand tu as des chantiers à 200, 300 km, 400 km, tu trouves des personnes sur place ou bien tu exportes carrément tous tes savoir-faire et tu dépêches des équipes. Non, en fait, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. D'abord, en effet, je n'exporte pas d'équipe. J'en trouve une sur place. Parce que justement, c'est l'idée, c'est de donner du travail. Ici, moi, j'ai embauché que des Portugais. J'ai pas ramené de gens de France. L'idée, c'est de donner du travail aux Portugais. Quand on va dans le Nord, on prend une équipe dans le Nord. Mais il faut évidemment qu'on ait confiance. Je ne prends pas un maçon ici, un électricien là-bas. Non, je prends une entreprise générale avec un ingénieur. Parce que je dois avoir en face de moi quelqu'un qui est technique et qui comprend les architectes. Parce que nous, en fait, on fait des plans, on ne bosse plus comme ça artisanalement. Nos produits sont artisanaux, mais on ne peut pas avoir de la qualité en allant chercher le petit maçon du coin. D'abord parce qu'ils ne vont pas savoir travailler ensemble. Et puis parce qu'ils ne vont pas avoir l'expertise et ils ne vont pas savoir lire un plan. Nous, on dépose des plans à la mairie, des permis de construction. Il faut que ce soit exactement comme sur le plan. La première année, c'était assez artisanal, c'était vraiment ma petite entreprise. Là, on est passé à quelque chose de beaucoup plus. On a quand même 3 architectes intégrés, une architecte en freelance qui dépose des projets à la mairie. La structure est beaucoup plus organisée, plus rien à voir. Juste précise un petit peu parce que je sais que tu as donc un associé, tu as ta fille aussi qui travaille sur la communication, puis on va en parler, c'est très important. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe? Alors, en fixe, on est 8 en fixe. Donc, on a 3 architectes, 2 chefs de projet qui accompagnent ces architectes et qui sont en fait l'interface avec les clients, puisque mes architectes sont portugais d'abord, et puis qu'ils n'ont pas le temps. Ce n'est pas leur rôle que de parler aux clients. Et donc, ces 2 chargés de projet, ce sont elles qui vont avec les architectes sur le chantier, qui font les comptes rendus parce que les clients ne sont pas sur place, et qui parlent français, anglais et portugais. Parce qu'il faut tout traduire. Il faut traduire les devis dans l'une des 2 langues, il faut traduire les comptes rendus. Enfin, donc, ces 2 chefs de projet, c'est vraiment leur rôle. Elles font ça, et puis elles aident les architectes à faire tous les layouts. Ensuite, j'ai des gens en freelance, des ingénieurs, une architecte, donc celle qui est plus technique et dont je n'ai pas besoin tous les jours. Puis ensuite, j'ai un autre associé parce que j'ai ouvert une boutique de décoration ici à Orléans et qui travaille aussi dans nos locaux. Et puis, nous avions un pôle de location de maisons, puisque une fois que les maisons étaient terminées, nos clients voulaient absolument nous garder et voulaient qu'on s'occupe de ça. Donc, on avait créé un pôle de location. Mais moi, en fait, c'était énormément de travail. J'avais embauché quelqu'un exprès pour ça. En fait, ça ne me plaisait pas. Ce n'était pas quelque chose que j'aimais faire, que j'aimais gérer. Autant décorer la maison, c'est sympathique, mais après gérer les hôtes qui arrivent, qui font des check-in à 5 heures du matin, enfin bon, le ménage, machin, très vite, ça m'a pris la tête. Et donc, on a revendu ce pôle-là en janvier dernier. Mais la société qui s'appelle Luz do Algarve, c'est un couple français qui a racheté ça, mais qui a pris quelqu'un ici au Portugal pour gérer. Et eux, ils sont dans nos locaux également, parce qu'en fait, il y a un lien entre tout ça. Parce que les maisons qu'ils louent, ce sont des maisons sodales. Ça ne va pas être un appartement moderne, ça ne va pas être une maison moderne à l'autre bout de la ville. C'est vraiment toujours l'esprit sodal. C'est un label que tu as déposé en fait sur les maisons? Non, je ne l'ai pas déposé, mais eux, en tout cas, c'est un peu, oui, c'est un tampon. Il y a notre logo et c'est un tampon Sodade pour dire que vraiment, vous allez arriver dans une maison où il y a tous les ingrédients que vous vous attendez à voir. Oui, C'est pour ça qu'on le retrouve notamment sur ton site internet. il y a un lien. Tu parlais d'architecture et de déco. Si je te disais, tu te considères plus aujourd'hui architecte ou décoratrice ou les deux? Plus architecte, à vrai dire. La décoration, je la laisse au chef de projet. Même si, évidemment, je supervise, mais je trouve qu'on tourne en rond en décoration. Enfin, je n'aime pas dire ça parce qu'on dirait que je suis en train de critiquer un truc quand je dis ça. Mais en tout cas, moi, je me lasse très vite des choses. Et en architecture, il y a de la création tout le temps. Alors qu'en décoration, c'est un peu comme dans la mode, tu es obligé de suivre. Parce que si tu proposes à quelqu'un, tout d'un coup, un meuble Louis-Philippe, et puis qu'en ce moment, c'est la mode de la paille, elle va te regarder, genre, t'as rien compris. Voilà. Et moi, ça m'intéresse pas tellement parce qu'en fait, je suis obligée de suivre. Et au bout de 2 ou 3 maisons, ça y est, c'est bon, j'ai fait le tour. Ce qui m'intéresse vraiment, là, maintenant, c'est l'architecture. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, mais Claudia, tu n'es pas architecte. Mais c'est fou parce qu'en fait, tu te poses des questions et c'est là qu'on voit que tu fais de la communication. Mais alors, attends 2 secondes, Claudia. Mais Claudia, tu n'es pas architecte.
Maintenant, si. Attends, tu n'as pas une formation d'architecte. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà, c'est exactement la bonne question. Alors non, je n'ai pas de formation d'architecte. Je n'avais pas non plus de formation dans la mode quand j'étais dans la mode. Je n'avais pas non plus de formation dans la communication lorsque j'étais responsable marketing et communication chez Célio pendant 9 ans. En fait, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que je suis un peu, pas dans les mêmes proportions, mais c'est un peu comme quelqu'un qui ouvrirait une boulangerie, qui adore manger des gâteaux, qui sait juger au goût les gâteaux, mais qui n'est pas boulanger, qui n'a pas eu de formation de boulanger, et qui ouvre quand même une boulangerie. La durée au pôle, tu vois, ils ne sont pas boulangers. Ça ne les a pas empêchés d'ouvrir 1 million de boulangeries dans le monde. En fait, je me dis ça pour me rassurer, bien sûr, parce que autour de moi, tous mes concurrents sont architectes, ils ont fait des études d'architecture, bien évidemment. Moi, ce que je fais au quotidien, c'est que j'ai des idées, mais je n'ai pas la technique. Je ne sais pas faire un plan. D'ailleurs, ça fait rire tout le monde, hein, parce que moi, je prends un papier, un crayon, et les archis ou mon associé, ils en plaisantent. Ah, Claudia va dessiner. Ils savent très bien que ils savent très bien que ça va ressembler à rien. Mais tout le monde va comprendre ce que je veux dire. Parce que, en fait, ils ont compris comment mon cerveau fonctionne. Et c'est pour ça que je me suis entourée de très bons boulangers. Moi, je ne suis là que pour insuffler des idées et ensuite juger ce qu'ils viennent de me montrer. J'aurais adoré faire des études d'architecte. J'aurais adoré. Quand on a. Et je pense que c'est un vrai truc, parce que moi, j'ai des enfants qui ont cet âge-là. Quand tu as 18 ou 17 ans, tu n'as pas toujours la chance de savoir ce que tu veux faire plus tard. Et le fait de pouvoir être autodidacte et d'avoir cette liberté d'esprit, finalement, ça aide à un moment. Tu n'es pas sûr de toi au début, mais tu le fais. Ça aide beaucoup, le fait que je n'ai pas fait d'études d'architecture finalement. C'est parce qu'en fait, je parle aux gens beaucoup plus simplement que mes architectes. Les architectes, quand ils parlent aux clients, forcément, ils vont avoir tous les termes techniques. Alors, c'est génial. Donc, c'est bien qu'on puisse avoir ce complément. Hein, c'est génial. Mais dès que je vois que les clients sont un peu perdus, hop, je rattrape le truc en vulgarisant pour que les clients comprennent. Parce qu'il y a ça aussi. Quand tu es architecte à Lisbonne ou à Paris, que tu parles à quelqu'un qui habite sur place, c'est une chose. Nous, on est en train de parler à des gens qui, pour la première fois, vont prendre un architecte parce qu'ils n'ont pas le choix. D'abord parce qu'ils ne parlent pas la langue. Ensuite, parce qu'ils ne connaissent pas les règles d'urbanisme de la ville et qu'ils ne vont pas savoir faire les travaux tout seuls. Enfin bon, pour tout un tas de raisons, ce sera la première fois qu'ils vont parler à un architecte. Donc forcément, il faut savoir leur parler dans des termes un peu simplifiés, disons. Donc, c'est ce que je fais. Bon, et puis alors, évidemment, il y a la langue. Au-delà du langage, il y a la langue. Je n'aurais pas 80% de clients français si je n'étais pas moi-même française, bien sûr. Tu parles beaucoup de clients, clientèle privée, hein, des familles, des couples ou des personnes seules qui veulent changer de lieu de vie. Tu travailles aussi avec le B2B? Oui, oui, on a refait une agence immobilière ici dans le centre de la ville. On a refait un cabinet de comptable à Tabira. Là, on fait un concours pour un hôtel. Pour la première fois, on est en concours avec d'autres architectes pour faire un hôtel ici dans la ville. On a fait un devis pour un boulanger français qui vient s'installer ici, qui ouvre une boulangerie française à Orléans. J'oublie souvent d'en parler parce que c'était pas ma vocation première quand je suis arrivée ici. Mais nous, on est vraiment ouvert à tout et au contraire, là, on rêve vraiment de faire cet hôtel. Travailler avec des gens qui ont en fait un vrai business plan. Ils m'intègrent dans leur réflexion. Et donc, c'est en ça que c'est intéressant parce que nous, ça nous enrichit. Tu as un voisin bruyant. Alors, Ça ne pose aucun problème. Explique-moi un petit peu où tu te trouves, là, parce que le podcast a beaucoup d'avantages. Il a, en l'occurrence, parce que je ne le filme pas, un inconvénient, c'est qu'on ne voit pas. Or, c'est important, puisque hein, ton univers, c'est quand même la maison, les murs, la déco, l'architecture, et puis le paysage, la nature, que tu fais rentrer dans les maisons. Où tu es là? Elle est comment ta pièce? Et ton voisin, il s'appelle comment? les fameuses hirondelles portugaises, tu sais, les petites Aïe, aïe. hirondelles que tu vois sur les murs quand tu as de la déco portugaise, ces petites hirondelles noires de ces bords d'arginier. Les hirondelles ont fait leur nid il y a à peu près 3 mois. Alors, il faut faire très attention à ne pas les laisser rentrer chez toi, parce que moi, j'ouvre tout chez moi, tout est toujours ouvert. Et si elles rentrent chez toi et qu'elles font leur nid, après, ben, c'est foutu pendant 6 mois. Tu es obligé d'attendre que les œufs. Enfin bon, ouais. C'est tout un processus. Tu n'as pas le droit de tuer les bébés, bien sûr, hein, c'est normal. Et donc, voilà. Donc moi, je fais très attention à ne pas les laisser rentrer. En revanche, elles s'installent juste là dans mon patio. Et là, le matin, elles sont très contentes parce que les bébés viennent de naître et elles sont très contentes. On va les écouter un petit peu. Faire rentrer le soleil là dans ce podcast, magnifique. Alors là, je décris, alors c'est beaucoup de blanc.
tu vois peut-être mon bougainvillier rose. Ah, le bougainvillier, fuchsia, du blanc, les Voilà. murs. C'est de la chaux, Claudia? Tout est fait à la... Non, c'est Non? plus de la chaux parce qu'en fait, la chaux. Alors, tu veux écouter les hirondelles? Attends, écoute, il y a Oui. les chiens aussi. J'entends pas les voitures. C'est normal. Oui, il n'y en a pas. Donc, Claudia, son moyen de locomotion, c'est la charrette. Et Tu crois pas si bien dire, c'est Radio Hirondelle tous les matins, à écouter non-stop. je crois pas si bien dire parce qu'on trouve encore beaucoup de charrettes et souvent on roule derrière les charrettes en attendant qu'elles tournent à droite. Oui, non, c'est pas de la chaux, hélas. La chaux, c'est un peu compliqué. La chaux, c'est ce qu'on peut voir encore dans certains villages espagnols ou portugais, mais très reculés. En fait, ça s'entretient tous les 6 mois. Il faut que tu passes le pinceau. Une maison comme la mienne, si tout était à la chaux, en fait, j'aurais mon pinceau à la main toute la journée, comme ma grand-mère quand je venais, elle était ici. On peut pas. En revanche, on fait des peintures qui résistent, mais qui ont un aspect à l'ancienne. Très mat, oui, oui, avec beaucoup de texture. Par rapport à ton métier d'architecte, parce que tu me disais en préparant l'interview, tu me disais ah moi je suis architecte. C'est quoi ton titre? Dis-le nous en portugais parce que ça en jette quand même, Claudia. Non, alors moi, je ne le suis pas, donc j'arrête pas de dire non, je ne suis pas architecte, mais comme tout le monde, les ingénieurs, les entrepreneurs continuent de m'appeler comme ça, donc on m'appelle architecte Claudia. Voilà, architecte Claudia. Eh ben moi je trouve que ça en jette. Après Voilà, avoir été hein, directrice de voilà communication, pourquoi. community manager, après avoir créé une boîte qui a loué d'ailleurs des robes. C'est ma robe. Oui, j'ai eu deux sociétés, en fait. C'est Je loue du luxe d'abord, qui était vraiment un concept nouveau en France. Ensuite, c'est ma robe. C'était le même concept. On louait des robes de luxe, oui. Mais moi, j'ai revendu mes parts et je suis partie parce que, non, ça, en fait, j'aimais pas. Mon mode de fonctionnement, c'est quand même le faire à l'instinct. J'ai honte. Mais non, non, mais il n'y a pas une manière bonne ou mauvaise de faire les choses. Il y a celles qui réussissent. Et en l'occurrence, ta boîte, elle semble plutôt bien marcher. Moi, ce que je vois, c'est que tu fonctionnes à l'intuition. Ensuite, tu as envie de te faire plaisir. Quand tu te lasses des choses, bah, tu arrêtes, même quand ça marche. Et puis, tu as quand même beaucoup d'audace, hein, parce que c'est vrai que pour avoir rencontré beaucoup de personnes qui veulent se lancer ou qui se sont lancées, ça mature pendant des mois, voire des années. Il y a toujours plein de raisons de ne pas y aller. J'ai pas le diplôme. C'est très français en plus. Hein. J'ai pas le diplôme, j'ai pas fait les études pour. Et toi, en fait, tu t'es débarrassé de tout ça là. Oui, c'est surtout ça. Après, ça a du bon et du mauvais, bien évidemment. Mais je réfléchis pas du tout. C'est comme quand je suis venue m'installer ici. C'est soit je le fais, soit je le fais pas. Comme la boutique de déco l'année dernière, en fait, j'avais un client français qui était venu s'installer à Orléans. On l'a aidé à trouver sa maison. C'est nous qui avons fait tout le projet avec lui. Je le connaissais pas bien, mais j'ai eu un feeling. Et un jour, il est rentré dans le bureau chez Sodade. Il m'a dit, Claudia, je m'ennuie en fait parce que maintenant que le plan est dessiné, que tu as déposé tout à la mairie, qu'on va commencer les travaux, on a choisi tous les matériaux. Moi, maintenant, je m'ennuie tant que ma maison n'est pas faite. Est-ce que tu veux ouvrir une boutique de déco avec moi? Et il savait que j'en avais très envie, mais que j'ai pas quatre bras ni de tête. Donc, jusque-là, j'étais concentrée sur mon truc. Et il m'a dit ça au mois de mars. Et en fait, je lui ai dit, bah oui, oui, si tu veux, mais à la condition que je m'occupe de rien, si ce n'est choisir les produits qu'on va y vendre et évidemment de m'occuper de tout ce qui est communication, image de la marque, tout ce que j'aime faire moi. Il m'a dit, ah oui, pas de problème, on fait comme ça. On s'est associés en mars et en juin, la boutique était ouverte. Là, on vient de déménager dans le centre-ville parce qu'il n'y avait pas assez de passage là où on était, mais ça marchait bien. Si j'avais fait un business plan, bien sûr que je l'aurais jamais ouverte, cette boutique de déco. Moi, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Si j'avais fait des études, par exemple, de commerce, si j'avais fait des études d'architecture, bah, je ne serais pas sortie de mon secteur, ce qui est normal, puisqu'on a un chemin à suivre. Mais quand, à la base, tu n'as pas de chemin, bah forcément, tu peux prendre à droite, à gauche, où tu veux. Hein. Tu peux monter, descendre. Oui, c'est plus facile aussi. C'est très encourageant pour tous ceux qui se questionnent, tous ceux qui hésitent, voilà, qui n'ont pas forcément, qui veulent pas être dans un schéma de carrière. Tu m'as tendu une perche là, tu me disais, moi, je veux rester dans ce que j'aime. Le dernier point que je voulais voir avec toi va plus s'articuler sur la communication, les médias que tu utilises. Quels sont les outils sur lesquels tu t'exprimes ta marque? Est-ce que tu peux nous en parler, notamment la place des réseaux sociaux? Où est-ce que tu es aujourd'hui? Où est-ce qu'on te trouve? Oui, moi, j'ai une histoire avec la communication, évidemment, puisque chez Célio, puis chez Sud Express, j'ai toujours fait ça. J'ai fait ça chez Zef aussi.
À l'époque, je dis à l'époque parce que il y a vraiment, ça a changé du jour au lendemain. En fait, on s'est réveillé un matin et tout d'un coup, les 4 par 3, c'était plus d'actualité. Enfin, moi, ça me fait cet effet-là. J'étais dans un schéma très classique tant que je travaillais dans ces secteurs-là. Et puis, après avoir créé mes deux sociétés, je me suis aperçue en fait que je m'étais collée en fait à ce qui s'était passé sans m'en apercevoir. J'étais 2.0 sans m'en être aperçue finalement, parce que ça m'intéressait et parce que à l'époque j'avais créé un Instagram il y a 7 ou 8 ans, alors que en fait personne ne connaissait encore Instagram, puisque c'est vraiment très récent finalement. On a l'impression que ça a toujours existé, mais non. J'ai créé un Facebook parce que mes enfants avaient l'âge d'avoir Facebook et je voulais absolument suivre ce qu'ils faisaient. Et quand on a des enfants, en fait, on fait un choix dans la vie quand on a des enfants. C'est-à-dire, soit on les suit parce qu'on a envie de s'intéresser à ce qu'ils font dans la vie, soit on se dit, eh, oh, c'est pour les jeunes, moi, je m'en fous, les ordi, les machins. Moi, j'ai fait ce choix-là qui était, je veux être en fait en phase avec ce qu'ils vivent eux, parce que je veux être proche de de ce qu'ils ressentent. Donc, bien m'en a pris, parce que du coup, ça m'a servi dans ma vie professionnelle. Mais au début, c'était comprendre comment eux fonctionnaient. Il y avait Snapchat, il y avait tout un tas de trucs. Et donc, je me suis abonnée à tous ces trucs-là. Et je postais pas mal, mais personnellement. Hein. Et je me suis aperçue qu'en fait, il y avait plein de gens qui ne savaient pas s'en servir, des gens de ma génération, ou même de la génération juste d'avant, c'est-à-dire entre mes enfants et moi. J'avais revendu mes parts de ma robe, je ne savais pas trop quoi faire. Et j'ai eu un petit battement de 2 mois. Et en septembre, le comptoir des cotonniers m'a appelé en me disant, nous, on a besoin de quelqu'un pour écrire des textes pour notre blog et pour nos lookbooks, etc. Là, je me suis retrouvée dans une réunion avec autour de moi que des filles de 30, 35 ans. Moi, j'avais 12 ans de plus et je me suis dit, oulala, mais où est-ce que je suis? Alors moi, je suis complètement perdue. J'avais été recommandée par une ancienne assistante à moi qui avait confondu rédactrice dans la mode, c'est-à-dire styliste, ce que j'avais fait pendant 7 ans avec l'officiel, et rédactrice, c'est-à-dire rédiger des textes. Donc je me suis retrouvée là complètement perdue dans cette réunion au siège du comptoir des cotonniers et j'ai dit aux 12 filles qui étaient autour de moi, j'aurais dit non, je pense qu'il y a un malentendu. Je ne sais pas écrire, je suis styliste. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elles m'ont dit oh, écoutez, on va vous envoyer quand même des looks et faites-nous des textes parce que de toute façon, tous les gens qu'on a rencontrés aujourd'hui, on leur a demandé ça, donc on vous demande 10 textes. Et je suis rentrée chez moi, la boule au ventre en me disant mais n'importe quoi. Alors qu'en fait, il n'y avait pas de challenge. Hein. J'allais pas mourir le lendemain, il allait rien se passer si je le faisais pas. Et là, je me suis mise devant mon ordinateur et en fait, toute la nuit, j'ai écrit des textes, des machins, et j'avais honte de ce que j'écrivais. Enfin bon, c'était une cata. Et en fait, ils m'ont prise. Et j'ai commencé à écrire des textes pour le blog. Et puis là, bah, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé en ayant vu ces textes-là, en me demandant de gérer son Instagram. C'était Shop at the Museum, qui existe toujours. En fait, elle savait pas gérer les réseaux. Donc, j'ai pris en main son Instagram. Après, j'ai fait ça pour des marques, jusqu'au jour où je me suis aperçue, donc ce fameux jour, que je pouvais le faire devant la mer. Et c'est pour ça que tu te dis, bon, allez, je vais me délocaliser et aller rejoindre ma terre natale. Voilà. Et donc, de tous ces moyens de communication qui existent aujourd'hui, on a l'impression qu'on peut tout prendre comme ça et hop, je mets la même image sur Facebook et le même texte que sur Instagram, que sur YouTube. Non, pas du tout, évidemment, mais tu le sais mieux que moi. C'est-à-dire que là, il a fallu comprendre comment ça fonctionnait, mais aussi quelle marque était faite pour quel réseau. Il y a des marques, par exemple, le réseau Facebook est un réseau qui sert très peu les marques. C'est un réseau sur lequel il y a énormément de gens qui commentent, de gens qui soit s'entraident, soit s'engueulent. Moi, je communique dessus parce que je communique sur les groupes. Par exemple, les groupes de français au Portugal, anglais au Portugal. Donc, forcément, j'ai besoin de ça pour ma marque. Mais s'il n'y avait pas ces groupes, je ne communiquerais pas sur le réseau Facebook en tant que tel. Instagram est un réseau qui est beaucoup plus intéressant pour les marques. Beaucoup plus parce que d'abord, c'est bon esprit. Il n'y a pas de commentaires haineux, il n'y a pas du tout ça. On est vraiment là pour regarder des belles images. Donc, ça nous permet ensuite d'avoir une interaction avec les gens en message personnel. Moi, par exemple, je réponds quand on me dit où est-ce que je peux trouver tel fournisseur. Ça ne m'embête pas de donner le nom de mon fournisseur. Il y a un truc comme ça qui se crée et après, bon, bah, tous mes clients sont venus par Instagram. Tous. Tu as plus de 12 000 followers, je crois, à Oui. ce jour. Est-ce que tu as remarqué justement une évolution d'Instagram, parce que ça fait maintenant 7 ans que tu connais cet outil. Quel est ton regard aujourd'hui sur Instagram? Je trouve que ça n'a pas tant évolué que ça, à vrai dire.
même techniquement, hein. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est quand même lié à Facebook. Et c'est pourtant à l'opposé, c'est-à-dire que on arrive à communiquer facilement sans avoir l'air d'être trop commercial, par exemple. Parce que parfois, je fais des promotions sur Instagram pour pouvoir booster et m'adresser à une cible particulière quand j'en ai besoin. Je gagne 200 abonnés en 6 jours et ce sont des abonnés qui restent. Alors que la plupart du temps, on pourrait se dire, bah, ils s'abonnent et puis ils repartent. Mais non, ce sont des gens qui vraiment étaient intéressés. Quand ils se sont abonnés par intérêt, pas pour que je m'abonne à eux. De toute façon, on pourra remarquer que mon vrai truc, c'est le ratio. Je ne suis que 30 personnes, et encore je pourrais en suivre zéro, c'est parce que il y a ces 30 fidèles depuis le début, j'ai pas envie de les lâcher. Sur Zaymali, donc ma boutique de déco, j'essaie de faire pareil. Je pourrais avoir 50 000 followers, hein. Si tu suis 50 000 personnes, les 50 000 personnes, elles vont te suivre. Parce que c'est un prêté pour un rendu, c'est une espèce de truc. Alors que moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'ai pas envie d'avoir un fil d'actualité sur mon Instagram complètement pollué. Ce qui m'intéresse, c'est de vendre ma marque. C'est une évidence. C'est le ratio qui est intéressant. Et justement, quel est le post qui a le plus marché sur Insta? Alors, c'est assez étonnant, mais c'est une porte. Mais t'arrêtes pas de me tendre des perches, parce que je voulais te parler des portes justement, qui sont très, très présentes. J'ai l'impression que c'est un élément d'architecture et d'une maison qui est particulièrement important pour toi. C'est important parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit en premier dans une maison. Tu frappes à la porte avant d'entrer chez quelqu'un. Tu passes devant, la porte, c'est ce qui est le plus important. C'est tu laisses ou tu laisses pas rentrer la personne chez toi. Quand tu arrives dans le village, tu as des portes anciennes et tu as les portes en alu qui ont été posées dans les années toujours 70-80 parce qu'elles laissaient passer moins le froid, la pluie, parce qu'elles étaient moins chères, parce qu'une porte en bois restaurée, ça coûte 1 500 euros. Donc, mes portes, c'est vraiment, oui, c'est vraiment l'image de Soda de la porte parce que chaque fois que je fais une maison, j'essaye de convaincre, mais j'ai pas beaucoup de mal, hein, le client qu'il faut absolument que je lui trouve une porte chez un brocanteur et que mon menuisier la restaure pour qu'il ait une porte ancienne sur sa façade. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que ça donne vraiment le ton. Ça, et bien sûr, les fenêtres en bois, le fait que ce soit du bois. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de plan d'urbanisme pendant des années, pendant 40 ans ici, ce qui fait qu'il y avait à boire et à manger. Et le fait d'homogénéiser, alors elles ne vont pas toutes être blanches, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont bleues, mais ça, c'est l'âme du Portugal que d'avoir des portes de chaque couleur, mais des portes en bois avec des ferronneries spéciales avec la petite main, parce que en fait, quand tu frappes à la porte, c'est avec la petite main. Tout ça fait partie presque du folklore, mais de l'architecture locale. Tu te rappelles à quelle porte c'était, Claudia? Alors là encore, c'est un truc de communication. J'étais revenue du marché un samedi matin. Et puis, j'avais des fleurs dans mon panier. J'ai fermé la porte de mon patio. J'ai mis le panier avec les fleurs dessus. Et j'ai pris une photo. Et je ne l'ai posté que le lundi matin. Ça, c'était un samedi matin. Et parce qu'en fait, évidemment, le samedi, tu ne parles pas aux mêmes personnes que le lundi matin. Alors moi, je trouve que les gens, le lundi matin, sont tous sur Instagram. Parce qu'en fait, vers 8 h chez moi, donc vers 9 h chez vous. Et donc, moi, je poste toujours à 8 h parce qu'en fait, ils sont en train de boire leur café et qu'ils n'ont pas envie de bosser. Donc, avant, ils feuilletaient le L, maintenant, ils sont sur Instagram. J'ai posté cette porte à 9 h un lundi matin et je sais pas, là, c'est normal. En fait, moi, je parle aux urbains, je parle à tous ces gens qui rêvent d'être là où moi je suis. C'est ça qui m'intéresse. Parce que si je vais parler à ma voisine, elle s'en fiche, elle a la même porte que moi, hein. Moi, je suis en train de parler à quelqu'un qui est à Londres, à Paris ou à Stockholm, l'hiver, qui n'a pas le ciel bleu que j'ai moi. Et donc, le lundi matin, c'est le pire pour cette personne-là. Du coup, quand elle voit ma porte avec mon ciel bleu et puis mes fleurs dans mon panier, eh ben, elle l'aime. Tu te sers beaucoup des hashtags? Je m'en sers pas mal, oui, je m'en sers pas mal. Au début, c'était un peu foufou, c'était pas très organisé. Là, je me sers des hashtags, c'est-à-dire j'en mets très peu, mais je mets ceux maintenant que j'ai appris à utiliser, comme tu peux l'imaginer. Voilà, 3 hashtags pour caractériser Sodade. Alors, le premier, évidemment, c'est Portugal. C'est une folie parce que le Portugal, c'est vraiment le pays voilà, à la mode. Le deuxième, c'est architecture. Et le troisième, c'est interior design. Parce que j'en mets une dizaine. Donc, de ton expérience, c'est d'abord avoir un bon timing, connaître les gens à qui tu t'adresses. Tu connais la Parisienne qui rêve de partir à la campagne, tu connais la femme d'affaires stressée qui aimerait bien se reposer au bord de la mer, etc. Avoir aussi une image qui fait rêver. Et puis, les hashtags bien choisis, pas en mettre trop, en tout cas ceux sur lesquels tu te positionnes, qui parlent de ta marque. Et là, je vois que tu as du français et tu as de l'anglais aussi.
Très important l'anglais, d'abord parce que j'ai beaucoup de clients anglophones, parce que je suis au Portugal et qu'au Portugal, on ne parle pas le français. C'était une langue qui était parlée il y a 40 ans, c'était la première langue à l'école. Et ça a été complètement oublié parce qu'il y avait plus de français au Portugal. Et puis, l'anglais est une langue, évidemment, sur les réseaux qui est extraordinaire. Parce que même en termes de légendes, je ne mets pas que des hashtags, mais toutes mes légendes sont dans les 3 langues. Mais comme on le sait, la langue anglaise est une langue qui est faite de petites expressions, de petits mots. Et tout le monde aujourd'hui, même les Français qui ne savent pas parler l'anglais, tu remarqueras, tout le monde sait ce que c'est que good vibes, tout le monde sait ce que c'est que lifestyle. Enfin, ça, on ne peut pas y couper. C'est même pas un choix. C'est pas un choix. Donc, c'est notre recommandation, c'est essayer de trouver des équivalences en anglais. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas que Instagram, bien sûr. Instagram, c'est parce que ça a été un levier très important, parce que ça touche énormément de gens. Mais il n'y a pas que Instagram. Je viens de changer mon site parce que le premier était très basique. On l'a fait au début, hein, donc il ne disait pas la même chose. D'ailleurs, il ne disait pas cabinet d'architecture. C'est Sodad Architecture Studio. On a changé de logo, un logo qui est moins azulége, artisanal, par exemple. On a essayé d'être plus professionnel et puis surtout, on a beaucoup plus de choses à montrer. Et ce site est vraiment, il véhicule toute l'image de la marque, mais il véhicule surtout tous les projets sur lesquels on a travaillé de A à Z. Le site est extrêmement important parce que Instagram, c'est bien joli, mais ce sont des images. Alors, tu comprends ce qu'on fait, tu aimes ce qu'on fait, mais pour comprendre si tu veux ou pas travailler avec nous et pourquoi tu travaillerais avec nous plutôt qu'avec un autre cabinet d'architectes au Portugal, le site est essentiel. Pour que ce soit un petit peu plus dans le mouvement, parce que c'est un peu compliqué, tu vois, de montrer un projet juste sur des plans. Ça ne parle pas à tout le monde, hein. Donc, on fait beaucoup de 3D, on fait beaucoup de choses comme ça pour que le client visualise sa maison. Il y a vraiment quelque chose de très important qu'on montre dans notre site et qu'on essaye de véhiculer dans la communication, donc dans les stories Instagram, par exemple. Parce que là encore, c'est un moyen de communiquer qui est complètement différent des publications Instagram. C'est la story du jour, où quand je vais sur les chantiers, je montre le work in progress. Je montre ce qu'on est en train de faire. Là, on en est là. Demain, on en sera là-bas. Et ça, sur le site, c'est très important. C'est très important de montrer que si tu achètes une maison ici, si je te fais un 3D de ta cuisine, à la fin, elle aura vraiment la même tête que le 3D. Si tu veux bien, on va terminer par un questionnaire à la Proust spécial Art de vivre, hashtag lifestyle. C'est une série de questions. Je les adapte, comme toi, tes projets d'architecture, aux personnes que j'interviewe. Entre le noir et blanc et la couleur, tu choisis? Le noir et blanc. Étonnant pour une région ensoleillée. Voilà, tu m'étonneras toujours. Je pensais que tu allais dire couleur, le bleu, le jaune, le vert. Pourquoi le noir et blanc? Parce qu'après, autour, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est beaucoup plus facile de gérer le noir et blanc. Et puis surtout, moi, j'ai un truc comme ça avec le passé. Donc forcément, le noir et blanc. Intérieur ou extérieur? Extérieur. Pourquoi? Parce que j'ai été à l'intérieur trop longtemps dans ma vie et que j'ai découvert l'extérieur en venant ici. Et ici, on vit à l'extérieur. Ici, la terrasse a autant d'importance que la maison. Elle a même plus d'importance. Ta pièce préférée? Le patio. On parle de pièces d'ailleurs quand c'est ouvert. Moi, j'en parle comme ça. Pour moi, c'est très important, par exemple, en termes d'architecture ici dans ces maisons, d'avoir une cuisine qui donne sur un patio. Parce que dans certaines maisons, comme tu as 2-3 étages, si ta cuisine est au rez-de-chaussée, tu n'as pas de patio, tu n'as qu'une terrasse, chaque fois que tu veux dîner ou faire un barbecue, il faut que tu montes tes 2 escaliers. Donc pour moi, en termes d'architecture, le patio a une grande, grande importance. Comme on vit 9 mois à l'extérieur, c'est un peu notre salon, quoi. Une belle maison, pour toi, c'est une maison Confortable. porte ou fenêtre? Les deux, mon capitaine. L'élément que tu rêves de dénicher, que tu n'as pas encore trouvé? Hum, franchement, Tu trouves tout? j'ai bien peur, ouais, j'ai bien. Si, s'il y a un élément que je suis obligée de faire fabriquer, que je trouve rarement comme j'aime, ce sont les éviers anciens. Ça, c'est vraiment un objet très, très rare. Un élément déco esprit saudade? L'azulège ou la petite hirondelle. Tu en as peut-être dans ta boutique, des hirondelles. Mais justement, ça a été, alors, ça a été une condition pour que j'ouvre la boutique, c'est que je ne veux pas d'hirondelles ni de sardines en faïence dans ma boutique. J'ai dit à Olivier, je ne veux pas de petits objets à la con là qui vous sont vendus partout. Je ne veux que des meubles, Pas des pièges à touristes. Exactement, exactement.
Si tu veux la vraie hirondelle, entre nous, il faut que tu l'achètes chez Bordalo Pinheiro. Il y a deux boutiques à Paris. Et ça, ce sont les vraies hirondelles portugaises en faïence. Et les carreaux de ciment que tu utilises, les vrais, ils sont faits au Portugal, mais il y a une boutique à Paris autrement? Oui, il y a des boutiques à Paris et ils ne sont pas toujours faits au Portugal. Les carreaux ciment, ils sont faits au Maroc aussi. Enfin, les nôtres sont faits au Portugal, bien sûr. Mais ceux que vous avez, vous, en France, c'est plutôt au Maroc qui sont fabriqués. Et surtout, le carreau ciment, c'est ce qui va au sol. Alors que là, moi, je te parlais de l'azulège, c'est ce qui va au mur. C'est beaucoup plus fin. C'est pas du tout fabriqué de la même façon. Le carreau ciment est fabriqué avec du sable. L'azulejo, c'est ce que tu as dans ta cuisine. Alors, et ça, ce sont les carrelages qui sont vraiment typiques d'ici. On peut acheter en ligne aussi et puis se faire livrer, ou bien c'est vraiment local? On est en train de faire le site pour pouvoir acheter en ligne parce que sur Instagram, on a beaucoup de commandes. La qualité qui te sert le plus dans ton travail? Je suis comme Florent Pagny, c'est ma liberté de penser. Tu vois, ce que je ressens, c'est dans le vrai sens du terme, l'amateurisme. Complètement. Ah, mais complètement. Oui, ma non-expertise. Ah oui, complètement. Ton principal défaut? Je suis chiante. Avec les gens qui bossent pour moi, je peux faire recommencer un truc. Quand tu travailles avec quelqu'un comme ça, c'est lourd. À cause d'une poignée, je refais faire une porte. Mais les clients, ils sont contents. Alors moi, je m'en fous, en fait, en vrai. Tu es plutôt salade d'agrumes ou Dom Rodrigo? Moi, je suis sardine grillée, moi. À la Orianaise. Alors, les sardines grillées ici, on t'apporte une petite salade, des petites pommes de terre comme aux patates douces, et après, tu as tes sardines grillées qui sortent du barbecue, et là, tu prends une grande tranche de pain, tu mets la sardine dessus, et tu manges comme ça, et tu n'enlèves pas les arêtes, et rien du tout. Ton mot préféré? Saudade. Le mot que tu détestes le plus? Impossible. Vraiment. Parce que c'est le mot que j'ai dû affronter quand je suis arrivée ici. C'est le mot qu'on a tous à affronter, hein, très souvent, sûrement. Mais en tout cas, moi, c'est ce que ça représente. Quand je suis arrivée ici il y a presque 5 ans, chaque fois que je voulais faire quelque chose, dans le travail, dans ma vie professionnelle, chaque fois que je disais non, mais moi, je veux ce carrelage-là, non, mais moi, je veux casser ce mur. Non, ah non, c'est pas possible. Hein. Non, c'est impossible, on ne peut pas. Et à chaque fois, je devais lutter. Et bien évidemment, à chaque fois, on le faisait. Je travaille encore avec des gens aujourd'hui avec lesquels j'ai commencé à travailler il y a 5 ans, parce qu'entre-temps, ils ont fait avec d'autres clients et d'autres architectes des choses qui, soi-disant, étaient impossibles. Et ça, oui, quand on est confronté à ça, c'est dur parce qu'en fait, on perd beaucoup d'énergie à montrer aux autres que les choses sont possibles. Qu'est-ce que tu as de plus beau à offrir aux autres? Mon énergie. Mon énergie et oui, ma passion en fait. Eh bien, merci Claudia. Mais je t'en prie, Anne. C'est la fin de ce 4e podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, commentez, diffusez auprès de vous. Rendez-vous pour une prochaine interview avec cette fois-ci une équipe incroyable qui décide de réinventer l'électroménager de demain. Je ne vous en dis pas plus, à bientôt.